Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous, un des aspects les plus fondamentaux et, disons-le, parfois les plus déroutants de notre vie, la séduction. On va essayer de plonger dans les racines évolutives de nos comportements amoureux pour comprendre d'où viennent nos désirs. Les applis de rencontre, les signaux qu'on ne comprend pas, ce sentiment d'avoir une infinité de choix. C'est un vrai labyrinthe, pas vrai? Mais et si la clé pour comprendre tout ça ne se trouvait pas du tout à notre époque? Et si, en fait, il fallait regarder très très loin en arrière? Et voilà l'idée centrale de cette analyse, ce qu'on appelle le décalage évolutif. Notre cerveau, il tourne avec un logiciel, si on veut, qui a été programmé pendant 99% de l'histoire de l'humanité. Un logiciel conçu pour un monde de chasseurs-cueilleurs. Le problème, c'est que ce vieux logiciel, aujourd'hui, on le fait tourner dans un monde qui n'a absolument plus rien à voir. Alors, c'est parti, plongeons dans ce puzzle. Pour comprendre nos comportements d'aujourd'hui, toutes ces pièces un peu éparpillées, il faut d'abord retourner à l'usine pour voir comment elles ont été conçues à l'origine. Donc, les réponses, on ne va pas les trouver dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Non, non. Elles sont bien plus profondes, enfouies dans l'histoire même de notre espèce. C'est vraiment en se tournant vers ce passé ancestral qu'on peut commencer à y voir un peu plus clair sur nos désirs et nos stratégies actuelles. Et à la base de tout ça, il y a une sorte de plan directeur. Une théorie clé qui explique énormément de choses. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça s'appelle la théorie de l'investissement parental. Elle a été proposée par Robert Rivers en 1972 et c'est vraiment une des idées les plus importantes en biologie évolutive. L'idée au fond, elle est assez simple, mais elle est super puissante. En gros, plus ça coûte cher, biologiquement parlant, de faire un enfant, plus on devient sélectif dans le choix du partenaire. Et chez les humains, comme chez la plupart des mammifères d'ailleurs, ce coût, il est beaucoup, beaucoup plus élevé pour les femmes. Du coup, logiquement, cette différence d'investissement, ça mène à deux stratégies qui sont pas du tout les mêmes. D'un côté, on a une stratégie historiquement masculine, qui est plutôt axée sur la compétition et la quantité, et de l'autre, une stratégie féminine, qui, elle, va être beaucoup plus orientée vers la sélectivité, la recherche de la qualité. Cette phrase de Trivers met le doigt sur l'asymétrie biologique fondamentale. C'est vraiment cette différence de, on pourrait dire, de mise de départ, qui, sur des milliers et des milliers d'années, a littéralement sculpté des psychologies différentes en matière de séduction. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Comment ces stratégies se manifestent dans la vraie vie? Eh bien, c'est comme si notre cerveau avait développé une sorte de boîte à outils de l'attirance pour mettre ce plan en application. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Pas de carte d'identité, pas de dossier médical, rien de tout ça. Alors, comment savoir? Eh bien, ces caractéristiques physiques, c'était des indices. Des indices super fiables de jeunesse, de santé et donc de fertilité. Des lèvres pleines, de grands yeux, ce sont des traits qu'on appelle néothéniques, ça rappelle la jeunesse. Des cheveux brillants, une peau nette, c'était un signe de bonne santé, de bonne alimentation, tout ça c'était des signaux très forts. Et puis, il y a ce chiffre 0,7. Qu'est-ce que c'est? C'est le fameux rapport taille-hanche qui est souvent considéré comme optimal. En fait, c'est juste un indicateur que la graisse corporelle est bien distribuée de manière idéale pour la fertilité et pour mener une grossesse à terme. C'est un signal hyper puissant qui est vraiment, oui, encodé au plus profond de notre psychologie. Alors, pour voir à quel point ces désirs peuvent être différents, il y a une étude de terrain qui est devenue hyper célèbre. Et les résultats, je vous préviens, ils sont assez frappants. Ils montrent de façon quasi caricaturale les différences psychologiques qu'on vient de décrire. Imaginez la scène. On est sur un campus universitaire fin des années 80. Des chercheurs envoient des personnes, hommes et femmes, plutôt séduisantes, aborder des étudiants du sexe opposé avec une question très directe. Veux-tu coucher avec moi ce soir? Le résultat chez les hommes, 75% ont dit oui, 3 sur 4. Et chez les femmes, combien ont accepté la même proposition? Zéro, absolument aucune. Ce contraste, il est énorme. Et attention, ce n'est pas une question de morale. C'est simplement l'illustration parfaite des coûts et des bénéfices potentiels radicalement différents pour les deux sexes dans une rencontre d'un soir. Du moins, du point de vue de notre psychologie ancestrale. Bon, on a donc ce plan ancestral, cette programmation. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye de faire tourner ce vieux programme dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, c'est là que ça commence à bugger. C'est ce qu'on appelle les décalages. Regardons un peu le fossé qui sépare ces deux mondes. Pendant la quasi-totalité de notre histoire, les mariages étaient arrangés par les familles, dans des petits villages où tout le monde se connaissait. Le choix était donc très limité, et ce qui comptait, c'était les compétences utiles pour la vie de tous les jours. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le choix semble infini, et une compétence qui était presque accessoire est devenue cruciale, le flirt. Et ce décalage, il a une conséquence bien réelle pour énormément de monde, le célibat involontaire.
C'est une situation qui, d'après les études, concernerait près de la moitié des célibataires aujourd'hui. C'est énorme. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. Puisque les mariages étaient arrangés, il n'y a jamais eu de grosse pression de sélection pour devenir un expert en flirt. Ce n'était pas essentiel. Sauf que dans notre monde moderne, où chacun doit se débrouiller, le flirt, c'est devenu la porte d'entrée obligatoire. Le résultat? Eh bien, beaucoup de gens ne sont tout simplement pas câblés pour exceller là-dedans. Et ça crée forcément des difficultés. Il y a un autre décalage majeur, un autre bug, si on veut, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle des stimuli supranormaux. En gros, ce sont des versions exagérées, amplifiées, des signaux que notre cerveau ancestral est programmé pour aimer. C'est comme une version cheatée de l'attirance. Et ça peut complètement pirater nos vieux mécanismes, parfois de manière assez étrange. Et pour illustrer ça, il y a cet exemple, un peu extrême c'est vrai, mais absolument fascinant. Un hologramme, c'est quoi? C'est la possibilité de créer une version parfaite, exagérée, des traits de jeunesse, d'attirance, mais sans aucune des complications d'une vraie relation. C'est l'exemple parfait de notre vieille psychologie qui se retrouve face à une technologie qui la court-circuite complètement. Ce qui nous amène à la question finale. Alors évidemment, comprendre toute cette programmation évolutive, ça ne va pas donner de solution miracle, ce n'est pas une baguette magique. Mais ça donne une carte. Une carte pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux comprendre les dynamiques en jeu, et peut-être pour naviguer avec un peu plus de lucidité dans ce labyrinthe finalement fascinant de la séduction humaine.